Hello Challenger, how are you doing? How are you doing? Moi ça va, grâce à Dieu. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver de nouveau au travers de cette série de lecture du livre de Gary Chapman, ce grand auteur, ce grand conseiller conjugal de plus de 30 années d'expérience, l'auteur du livre des 5 langages d'amour, un livre très populaire. Donc, si vous connaissez ce livre, c'est Gary Chapman, c'est la même personne et il nous fait du bien. Nous sommes à la stratégie 7 du livre. Dans quelle saison êtes-vous? Les différentes saisons du mariage. Le livre s'intitule Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Et il nous a montré les différentes saisons. Il nous a dit que ces saisons n'étaient pas comme pour les saisons de la météo, mais pouvaient arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape de votre mariage et elles pouvaient se succéder différemment. Si vous n'avez pas encore écouté les différents épisodes sur le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, je vous encourage à les écouter. Et là, nous parlons des différentes stratégies pour améliorer, pour changer de saison, pour aller dans le positif. Nous sommes à la saison 7, à la stratégie 7. Prenez l'initiative du changement. C'est le titre. Si votre relation se trouve en hiver ou en automne, il est probable que vous soyez en train de lire ce livre seul. Vous aimerez que votre conjoint vous accompagne dans cette démarche. Vous aimerez qu'il mette en pratique les stratégies qui ramèneraient votre mariage au printemps ou en été. Mais en regardant votre expérience passée, les circonstances actuelles, vous avez peu d'espoir de le voir agir ainsi. Anthony, qui est marié depuis 14 ans, m'a lui aussi fait part de sa frustration. Je me sens très souvent piégée. Quoi que je dise, cela conduit à une dispute. Je n'ai pas envie de faire une croix sur mon mariage car je me suis tellement investie. Ma femme a retrouvé un emploi l'année dernière, ce qui nous est utile. Mais elle ramène du travail à la maison et j'ai l'impression que je n'ai pas mon mot à dire. Alors qu'elle-même essaie de contrôler ma vie dans les moindres détails. Cette situation me pèse. Ma femme me rend amère. Nous ne réglons pas nos problèmes et j'en ai assez d'entendre toujours les mêmes lamentations. Je veux que mon mariage s'améliore, mais je ne suis pas sûre que cela soit possible. Je suis extrêmement inquiet. C'est la raison pour laquelle j'ai assisté à cette conférence, bien que ma femme ne soit pas venue avec moi. Est-ce qu'on peut marquer une pause, s'il vous plaît, et apprécier l'initiative du monsieur? Parce que dans la plupart du temps, ce sont les femmes qui prennent ce genre d'initiative pour améliorer, pour aller dans les conférences, pour lire les livres. Mais ici, on salue le monsieur qui est dévoué à son mariage. Je ferme la parenthèse, retour dans la lecture. Sonia a exprimé un désespoir du même ordre. Elle est mariée depuis 3 ans et demi et il s'agit de son 3e mariage. Nous sommes actuellement en automne. Nous en éprouvons beaucoup d'angoisse. La colère couvre sur notre relation. Les conflits liés aux enfants sont source de beaucoup de tristesse. C'est parfois écrasant et il règne chez nous une ambiance de défaite. Nos accrochages perpétuels rendent l'avenir incertain pour nous comme pour nos enfants. Toutes ces émotions exacerbées m'insécurisent. Je suis très inquiète pour notre relation. J'ai demandé à mon mari d'aller voir un conseiller conjugal, mais il a refusé. Je ne sais pas quoi faire d'autre. La stratégie numéro 7 s'adresse à des gens qui, tels que Sonia et Anthony, sont désireux d'améliorer le mariage, mais ne reçoivent guère de soutien de la part de leur conjoint. Bien que ces maris et ces femmes espèrent sincèrement que leur situation pourra s'arranger, beaucoup croient qu'ils ont déjà fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'attaquer aux problèmes qui brisent leur couple. La plupart sont découragés par les résultats et les démarches. S'ils ont rencontré un conseiller, cela n'a servi à rien. S'ils ont consulté des ouvrages, c'est seuls qu'ils les ont lus. Ils auraient cependant aimé que leur conjoint puisse entendre ce que disait l'auteur et qu'ils soient encouragés à changer. Certains ont essayé la méthode de la confrontation douce, mais se sont heurtés au silence. D'autres, de désespoir, ont tenté de crier, de hurler. Leur peine était tellement intense qu'ils ont
Ils en ont perdu le contrôle d'eux-mêmes en essayant de l'exprimer. Leur puissant appel à l'aide n'a provoqué qu'une riposte ou un repli. C'est pourquoi certains maris et certaines femmes ont renoncé à l'idée que leur conjoint puisse un jour changer. Il ne leur reste alors que deux options, soit supporter une vie de misère, soit se désengager de ce mariage et en espérant un meilleur avenir. Mais une fois qu'ils auront choisi l'une ou l'autre solution, ils seront prisonniers de leur décision. Des milliers de personnes vivent ainsi comme prises au piège, car elles n'ont pas conscience de ce qu'elles peuvent apporter dans leur couple en initiant le changement. Il est vrai que vous ne pouvez pas changer votre conjoint, mais il est tout aussi vrai que vous pouvez l'influencer et que, dans les faits, vous l'influencez chaque jour. Puisque nous sommes des individus et puisque nous sommes dotés du libre arbitre, personne ne peut nous forcer à changer notre manière de penser ou de nous comporter. D'un autre côté, comme nous sommes également des êtres relationnels, nous sommes influencés par toutes les personnes avec lesquelles nous avons des échanges par ce que nous entendons et voyons. Les publicités gagnent des millions d'euros en s'appuyant sur cette réalité. Ils ne nous forcent pas à acheter leurs produits, mais ils nous y incitent. Si cela n'était pas efficace, la publicité aurait cessé d'exister. La capacité à influencer notre entourage a de profondes implications pour ce qui est des saisons du mariage. En premier lieu, nous devons cependant reconnaître que nous ne pouvons pas changer instantanément la personnalité ou la conduite de notre conjoint. Nous n'avons pas la maîtrise de ses pensées et de ses sentiments, ni des mots qui sortent de sa bouche. Nous pouvons émettre des requêtes, mais nous n'avons pas l'assurance qu'il y répondra favorablement. Si nous croyons à tort que nous pouvons transformer directement son comportement, nous risquons de passer notre temps à essayer de le manipuler. L'idée qui sous-entend la manipulation est la suivante. Si je fais ceci, mon conjoint sera obligé de faire cela. Si j'arrive à rendre mon mari suffisamment heureux, il satisfera ma demande. Ou si j'arrive à rendre ma femme suffisamment malheureuse, elle satisfera ma demande. Mais toute manipulation finit par échouer. Pour une raison simple, notre conjoint a la liberté de choisir sa manière de réagir. Au moment où il comprend que nous essayons de le manipuler, il se rebelle. Personne n'a envie d'être sous l'emprise de qui que ce soit. Même si vous ne pouvez pas contrôler les attitudes et les actions de votre partenaire, vos actes et vos paroles ne seront jamais sans effet sur lui. À chaque fois que vous êtes en présence de votre conjoint, vous exercez sur lui une influence subtile. S'il entre dans la pièce, vous embrasse et dit « je t'aime, tu m'as manqué aujourd'hui », son impact sur vous est positif. En revanche, s'il rentre à la maison, ignore votre présence et se dirige immédiatement vers l'ordinateur, le réfrigérateur, ou s'il entre et critique votre apparence ou votre comportement, son influence est négative. Tout ce que vous faites et dites, entre parenthèses, ou vous abstenez de faire ou de dire, a des conséquences sur votre conjoint. En bien ou en mal, vos paroles et votre conduite peuvent soit peiner, blesser profondément ou décourager votre conjoint. Telle la bise en hiver. Entre parenthèses, telle la bise en hiver. Soit jouer le rôle d'un baume apaisant qui incitera votre partenaire à s'orienter dans la bonne direction, telle la bise en été. Au cours des années, j'ai constaté la validité de cette stratégie chez de nombreuses personnes dont le mariage était en crise. Quand un mari ou une femme a le désir d'adopter une attitude positive qui entraîne des actes positifs, le changement qui s'opère dans le comportement de son conjoint est souvent radical. Une femme m'a dit un jour « Je n'arrive pas à croire ce qui s'est produit chez mon mari. Je n'avais jamais osé imaginer qu'il puisse devenir l'être affectueux et gentil qu'il est depuis 3 mois. » Cette métaphore dépasse toutes mes espérances. L'influence bénéfique d'un conjoint peut transformer de manière extraordinaire un mariage en proie aux difficultés. Au bout du compte,
Votre comportement aura de toute façon des répercussions chez votre partenaire. Positive ou négative, c'est à vous d'en décider. Sous-thème, choisir d'influencer son conjoint. Si je me levais que les matins où j'en ai vraiment envie, je serai couvert d'escarres. Je vais à l'encontre de mes envies chaque matin et je choisis de me lever parce que je veux que ma vie soit productive. Normalement, avant que la journée soit achevée, je suis contente de m'être levée. C'est là un choix qui conduit à des actions positives, lesquelles ont provoqué des sentiments satisfaisants. Je suis content de moi parce que j'ai utilisé ma journée avec sagesse. Le même principe s'applique au mariage. Quand je choisis de prendre l'initiative du changement dans mon couple, quelle que soit mon envie du moment, mes choix positifs mènent à des actes positifs qui ont pour résultat des sentiments positifs pour ma femme et pour moi. Cela peut se révéler salutaire aussi pour ma santé mentale. Par quoi commencer? Peut-être vous reconnaissez-vous en cette femme qui m'a dit un jour: notre mariage est en crise depuis si longtemps que je ne sais pas par où commencer. La première étape de tout changement est de reconnaître que c'est vous qui choisissez comment vous allez agir. Vous n'êtes pas obligé de laisser vos émotions ou celles de votre conjoint vous contrôler, ni de répondre comme vous l'avez toujours fait aux mêmes vieilles provocations. Vous pouvez décider de réagir différemment. Même si votre conduite et vos attitudes passées constituent le plus gros problème de votre mariage, ce n'est pas une raison pour en rester là. Le vieil adage « comme on fait son lit, on se couche » n'est pas forcé de s'appliquer dans le mariage. Vous éprouvez peut-être de la peine, de la déception, de la frustration, voire de la colère à cause de l'état de votre mariage, mais ces émotions ne doivent pas dicter votre conduite. Il faut au contraire les reconnaître pour les traiter. En effet, si nous laissons la colère nous guider, nous risquons de nous répandre en invectives, en accusations ou d'user de violence physique. En revanche, nous pouvons nous dire: je suis en colère, je me sens blessée, déçue et frustrée, mais je veux être positive et je refuse de me laisser dominer par mes émotions. Un changement vers un mieux commence par de bons choix. Le changement vers un mieux commence par de bons choix. Une fois que vous avez décidé d'influencer positivement votre mariage, vous êtes prêt à utiliser les 6 autres stratégies exposées dans ce livre. Je ne connais pas de meilleure méthode que celle-ci. Supposons un instant que le pire des scénarios se produise. Votre conjoint refuse de lire le moindre livre. Il ne veut pas rencontrer de conseiller. Il ne veut même pas discuter de votre mariage. Il me semble complètement imperméable à l'idée d'améliorer votre union. Il critique peut-être même vos efforts. Si c'est le cas, vous ressentez sans doute toutes les émotions de l'hiver et de l'automne. Je vous invite à ne pas nier ces sentiments, mais à les accepter sans les laisser vous dominer. La décision de prendre l'initiative du changement est peut-être la démarche la plus décisive que vous feriez jamais au cours de votre vie. Joignez-vous donc à moi pour parcourir à nouveau les 6 premières stratégies en les analysant à la lumière de votre situation. Pour le moment, votre conjoint n'est peut-être pas disposé à vous accompagner dans ce voyage, mais il ne peut pas vous empêcher de l'entreprendre. Pendant le trajet, je vous présenterai des personnes qui ont mis en œuvre ces stratégies et qui ont tiré profit. Stratégie numéro 1, régler le problème des erreurs passées. Anna était mariée depuis 8 ans lorsque son union entra tout à coup dans l'hiver. Voici son témoignage. Je suppose que nous étions en automne depuis un certain temps, m'avoua-t-elle. Je ne m'en étais simplement pas rendu compte. Un jour, j'ai suivi une conversation téléphonique de mon mari. Il disait: tu me manques aussi. Je savais que ça n'était pas une discussion d'affaires. Dans mon fort intérieur, je savais qu'il s'adressait à une autre femme, mais je ne voulais pas le croire. Alors, je n'en ai pas parlé. Quand la facture de téléphone est arrivée, j'ai vérifié les numéros et j'ai découvert plusieurs appels vers un numéro que je ne connaissais pas. Puis un soir, le téléphone a sonné, j'ai décroché. Une dame m'a demandé si elle pouvait parler à Laurent. Je lui ai dit qu'il n'était pas à la maison pour le moment. Et je lui ai demandé si elle désirait qu'il la rappelle. Elle m'a dit oui et m'a donné ses coordonnées. En les
comparant à ma facture, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait de la même femme que Laurent avait appelée. Quand j'ai interrogé mon mari, il a avoué que l'appel provenait de l'une de ses collègues, mais m'a rassuré n'avoir aucune relation sexuelle avec elle. C'était juste une amie, mais je savais que c'était plus que cela. J'étais vraiment blessée et en colère. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'ait trahi. Je me suis murée dans le silence. Je n'ai pas parlé à Laurent pendant 2 semaines. Puis je lui ai annoncé que je voulais mettre fin à notre mariage, que je ne pouvais pas vivre avec un homme en qui je n'avais pas confiance. Il m'a dit, tu as fait toute une histoire pour rien du tout. Je ne t'ai pas été infidèle. Je t'ai dit que ça n'était que de l'amitié. Depuis quand les amis se téléphonent-ils 16 fois en 2 semaines? Ai-je rétorqué. Et j'ignore combien de fois tu l'as appelé à partir de ton portable. J'étais furieuse. Le lendemain, j'ai rencontré une conseillère. Je ne voulais pas quitter Laurent avant d'en avoir parlé à quelqu'un. Je savais que j'étais tellement en colère que j'étais capable d'agir d'une manière qui me paraîtrait stupide par la suite. J'ai vu la conseillère 2 fois par semaine pendant les 3 semaines suivantes. Pendant les premières séances, elle a écouté ma fureur et m'a aidé à examiner notre mariage avec réalisme. Elle m'a fait remarquer que cette situation n'était pas apparue du jour au lendemain. J'ai commencé à comprendre que j'étais en partie fautive. J'avais été tellement obnubilée par les soins à donner à nos 2 jeunes enfants que j'avais ignoré les besoins de Laurent. Je lui avais beaucoup reproché de ne pas m'aider comme j'attendais qu'il le fasse. Je me suis alors demandé si j'étais un homme. Est-ce que j'aimerais rentrer à la maison pour y trouver une femme comme moi? Ma propre réponse m'a anéantie. Je savais que j'avais délaissé mon mari. Ça n'excusait pas sa conduite pour autant, mais il fallait que je m'occupe en premier lieu de ma propre faute. Au début, je me suis opposée à cette idée. Je disais, pourquoi devrais-je reconnaître mes torts alors que c'est lui qui m'a trompé, trahi? La conseillère n'a pas excusé la conduite de Laurent, mais elle m'a affirmé que si je voulais réparer mon mariage, il fallait que je m'occupe de mes erreurs personnelles. C'est l'une des pires choses qu'il m'a été demandé de faire. J'ai essayé de me souvenir de toutes les fois où j'avais manqué à mon engagement envers Laurent au cours de ces 8 années. Au fur et à mesure que les éléments me venaient à l'esprit, je les notais dans un carnet et je pleurais. J'avais besoin de courage pour reconnaître ses fautes devant mon mari. Par la suite, ma conseillère m'a aidé à écrire une lettre dans laquelle je reconnaissais mes manquements et en faisant la liste. Un soir, j'ai déclaré à Laurent, je sais que j'ai été en colère contre toi pendant les semaines passées. J'ai été froide et dure. Je suppose que c'est à cause de la profonde blessure que j'ai ressentie. Mais, comme tu le sais, j'ai rencontré une conseillère qui m'a aidé à prendre conscience que tu n'étais pas le seul fautif. Si tu es disposé à m'écouter, j'aimerais te faire part de mes erreurs. J'aimerais que tu me pardonnes. Quand j'ai lu la liste de mes échecs, Laurent m'a dit, tu te dévalorises, Anna. Tu essaies de prendre sur toi la responsabilité de mes fautes. Ce que j'ai fait n'est pas justifiable. Je te suis reconnaissante de dire cela, Laurent. C'est ça. Mais ça n'enlèvera rien à la réalité de mes propres fautes. Je n'ai pas été la femme que tu étais en droit d'attendre. Si tu le veux bien, ça sera différent à l'avenir. Nous avons continué à discuter, puis Laurent a dit, je suis prêt à te pardonner si tu me pardonnes. Je veux consulter un conseiller avec toi car je sais que nous pouvons améliorer notre mariage. C'est au cours de cette soirée que notre situation a changé. Cela fait 6 mois que nous voyons ensemble la conseillère. Nous avons fait de gros progrès. Notre vie s'est complètement transformée. Nous apprenons à répondre à nos besoins respectifs. Je me sens très encouragée. Je dirais même que nous nous approchons du printemps. Et j'espère voir prochainement les crocus. Ce que vous avez dit était juste. Je ne pouvais pas changer Laurent, mais je pouvais
exercer une influence positive sur lui en revenant sur mes propres échecs. Je suis très reconnaissante envers ma conseillère pour ses directives. Elle m'a aidé à analyser mes émotions et m'a mise sur le bon chemin. Je ne prétends pas que tous les conjoints auraient une réaction aussi positive et rapide que Laurent devant le comportement de leur partenaire. Mais je crois vraiment que régler honnêtement le problème de vos erreurs passées est la première mesure à prendre pour avoir une bonne influence sur votre partenaire. Il est possible que lorsque vous déciderez de reconnaître vos torts et de lui demander pardon, il vous répond avec dureté. Un mari m'a confié, j'ai suivi vos conseils et ma femme m'a déclaré, si tu crois que ta confession minable va me faire changer d'avis, tu te trompes. Tu m'as fait trop mal. Dire je suis désolé ne suffit pas. Vous ne pouvez pas contrôler la réponse de votre conjoint, mais en reconnaissant vos propres erreurs, vous aurez du poids sur lui ou sur elle, que ce soit manifeste ou non. Stratégie numéro 2. Adoptez une attitude positive. Si votre mariage est au plein cœur de l'hiver, votre attitude positive peut tout changer. Viktor Frankl, un médecin juif emprisonné par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, a découvert la force de ce principe dans un camp de concentration. Nous qui avons vécu dans les camps de concentration pouvons nous souvenir des hommes qui allaient de cabane en cabane pour réconforter les autres en allant donner leur dernier morceau de pain. Il n'était peut-être qu'un petit nombre, mais cela suffisait à prouver que l'on peut tout retirer à un homme, sauf une chose, la dernière de ses libertés, celle de choisir son attitude, quelles que soient les circonstances, de choisir son propre chemin. Les hommes qui choisissaient de donner leur dernier morceau de pain ne suivaient pas leurs émotions, mais se conformaient à l'attitude qu'ils avaient décidé d'adopter. Leurs actes de générosité ont eu un retentissement sur les émotions et les attitudes des autres prisonniers. Certaines personnes se refusent à adopter une attitude positive quand elles se sentent meurtries, furieuses, déçues et frustrées. Elles disent qu'il est hypocrite d'agir ainsi quand on éprouve des sentiments négatifs. Mais je crois que ce principe est faux. Il s'est répandu dans la mentalité occidentale à tel point qu'il est devenu préjudiciable aux relations dans le couple. Dans d'autres domaines de la vie, nous allons souvent à l'encontre de nos émotions. Il nous arrive d'être découragés ou déprimés et soudain un ami nous appelle pour nous inviter à déjeuner. Nous décidons d'y aller malgré tout, de sourire et de regarder le bon côté des choses. À la fin du déjeuner, notre découragement est moins pesant, même si ce n'est que temporaire. Notre manière d'être et nos actions produisent un effet sur nos émotions. Notre manière d'être et nos actions produisent un effet sur nos émotions. En suivant les étapes suggérées dans cette stratégie, vous pouvez choisir d'être positif. Reconnaissez que le fait d'entretenir vos pensées irritées, pessimistes ou frustrées rend la situation pire et non meilleure. Listez les qualités de votre conjoint et soyez-en reconnaissant. Puis commencez à lui déclarer que vous les appréciez. Vous pouvez faire ce choix alors même que votre conjoint ne manifeste nullement l'envie d'améliorer votre mariage. Quand j'ai rencontré Stéphane, il était marié depuis 15 ans et admettait que sa femme et lui avaient passé la plupart de ces années en hiver. Voici son récit. Pendant des années, j'ai reproché à Karine la piètre qualité de notre union. Elle voulait être mère au foyer, j'étais d'accord et j'ai travaillé dur pour subvenir aux besoins de la famille. Le problème, à mon avis, c'est qu'elle ne faisait pas sa part. La maison avait toujours l'air d'un tandis et je m'estimais heureux si elle préparait un repas par semaine. Elle m'avait jamais envie d'avoir des relations sexuelles, n'avait jamais envie d'avoir des relations sexuelles. Franchement, je suis arrivée à ne plus en avoir envie non plus. Nous élevions nos enfants, mais pour le reste, notre mariage était vide.
Un jour, après avoir lu un livre sur le mariage, je me suis dit jusque-là, ton attitude vis-à-vis de ton couple a été négative et cela n'a pas contribué à améliorer la situation. Pourquoi ne pas commencer à te concentrer sur les aspects positifs? Recherche les qualités de ta femme et fais-en des compliments. J'ai fait la liste des qualités de Karine et j'ai été stupéfait de voir combien elle était longue. J'ai commencé par lui faire un compliment par jour, tout en me retenant d'émettre des critiques. Ce qui s'est produit dès le mois suivant est incroyable. Quand j'ai cessé de lui adresser des reproches et que je me suis mis à lui dire ce que j'appréciais en elle, le comportement de ma femme a commencé à changer. Son sourire est réapparu et elle est redevenue plus sexy. Comme à l'époque où nous sortions ensemble, je n'oublierai jamais le jour où elle a pris la première initiative de faire l'amour. J'étais complètement sidérée. Nous sommes incontestablement passés de l'hiver au printemps. C'était comme s'il s'agissait d'une toute nouvelle relation. Nous avons commencé à discuter de notre mariage et à régler ce qui avait été douloureux pour nous deux dans le passé. Nous avons fait des progrès extraordinaires et je me réjouis de l'avenir qui nous attend. J'aimerais que tous puissent vivre un mariage comme le nôtre. Stéphane et sa femme ont quitté l'hiver pour le printemps lorsqu'il a choisi d'adopter une attitude positive et s'est engagé à apprendre à se concentrer sur les qualités de Karine. Il est fréquent que le mariage commence à changer de saison quand l'un des époux décide d'avoir une telle attitude en dépit de ses sentiments négatifs. Stratégie numéro 3. Apprenez à parler le langage d'amour de votre conjoint. Camille s'est présentée à mon cabinet sans rendez-vous. Comme j'étais disponible, j'ai décidé de la recevoir. Elle alla droit au but. Je dois rencontrer un avocat à 14h, m'annonça-t-elle. Je vais divorcer. 20 ans de souffrance, ça suffit. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée ici. Je ne pense pas que vous puissiez faire quoi que ce soit, mais j'avais l'impression qu'il fallait au moins que je parle à un conseiller avant de voir l'avocat. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté Camille me raconter sa douloureuse histoire. Il y était essentiellement question de négligence. Son mari était mécanicien et avait son propre garage dans la cour de leur maison. Cet homme travaillait dur, me semblait tout à fait inconscient des besoins relationnels de sa femme. Voici comme elle voyait la situation. Il attend de moi que je lui prépare ses repas, que je lave et répare ses vêtements et que nous ayons des relations sexuelles. Quant à lui, ça lui chante. À part ça, il n'a jamais le temps pour moi et s'il m'arrive d'être en retard dans la préparation du repas, il m'injurie. Il passe ses soirées à travailler au garage, sauf le mercredi où il va rejoindre ses copains au café. D'ordinaire, il ne revient pas saoul. Et je dois admettre que je n'ai jamais eu à me plaindre de violence de sa part quand c'est le cas. Il se contente de dormir sur le canapé ces soirs-là, mais je sens que je ne peux plus supporter cette relation. J'éprouvais une profonde compassion pour Camille, mais je saisis l'occasion pour lui expliquer le pouvoir de l'amour inconditionnel. Je lui expliquais le concept des 5 langages de l'amour et du réservoir affectif. Quand j'en vins à l'idée que le réservoir affectif de son mari avait probablement été vide toute sa vie, sauf pendant la brève période où lui et Camille étaient amoureux, elle me répondit « C'est intéressant que vous disiez cela. Quand nous sortions ensemble, il était gentil avec moi. Je pensais réellement que j'épousais un homme bon. Mais après le mariage, tout a changé. Je lui dis qu'à mon avis, une fois redescendu des hauteurs sur lesquelles leur relation amoureuse l'avait placé, son mari avait retrouvé son état émotionnel habituel, c'est-à-dire un réservoir affectif vide. Je finis par inviter Camille à tenter une expérience de 6 mois. Je lui demandais de parler le langage affectif de son mari une fois par semaine pour voir ce qui se passerait. Le projet ne l'enthousiasmait pas, outre mesure, mais elle accepta.
Elle appela son avocat pour différer son projet de divorce. Ce qui s'est produit au cours des 3 mois suivants a été, selon ses propos, terme. Incroyable. Elle continue ainsi. Si quelqu'un m'avait dit qu'il y a quelque temps que mon mari se mettra à parler mon langage d'amour et que j'éprouverais à nouveau de l'amour pour lui, j'aurais répondu que c'est impossible. Mais le fait que je ressens bien de l'amour pour lui et qu'il parle mon langage affectif, j'aurais aimé découvrir le pouvoir de l'amour il y a 20 ans. Je n'en reviens pas d'avoir attendu aussi longtemps pour rechercher de l'aide. Tous les époux ne réagissent pas aux manifestations affectives, aux manifestations d'affection aussi rapidement que le mari de Camille. Mais la plupart des maris et des femmes ont désespérément besoin d'amour. Quand ils en reçoivent sans condition, ils commencent à éprouver des sentiments plus favorables envers leur conjoint. Beaucoup finissent par exprimer leur amour en retour et le mariage quitte alors l'automne ou l'hiver pour entrer dans le printemps ou l'été. Choisir d'aimer en dépit de la douleur que l'on ressent peut s'avérer un acte décisif dans votre vie. Stratégie numéro 4. Développer l'écoute. Je donnais une série de cours sur la manière d'enrichir son mariage lorsque j'ai rencontré Marc. L'une de nos séances concernait l'écoute. Marc est resté après le cours et il m'a parlé de la frustration que lui causait son mariage. Ma femme Carole critique énormément tout ce que je fais, me dit-il. Je ne trouve aucun soutien auprès d'elle. J'essaie de travailler dur, mais c'est très décourageant de la voir dénigrer tout ce que je fais. Elle critique les rapports que j'entretiens avec nos enfants ou avec sa mère. D'ailleurs, je ne vois plus que très peu ma mère car je n'ai pas envie d'entendre les remarques désagréables que Carole fait sur elle. Elle dit que je ne l'écoute pas et c'est sans doute vrai. Mais comment puis-je écouter quand tout ce que j'entends vise à me déprécier? J'ai accepté de passer du temps seul à seul avec Marc pour essayer de trouver des solutions qui stimulent la croissance de son mariage. Il m'assurait que sa femme ne viendrait pas en consultation. Il ne lui avait déjà proposé dans le passé, mais elle n'y était pas favorable. Au cours des semaines suivantes, j'ai expliqué à Marc que la plupart des personnes excessivement critiques expriment ainsi leur souffrance, leur colère parce qu'elles ont un réservoir affectif vide. Je voulais l'aider à comprendre que l'écoute empathique ouvre souvent la voie de la guérison. Je lui ai dit que je savais combien ce serait difficile, mais que s'il voulait que son image et que son mariage aille mieux, le meilleur moyen était certainement de commencer par écouter son épouse. Je lui ai expliqué que le but était de voir le monde dans les yeux de sa femme et de comprendre ainsi ce qu'elle vivait. Nous avons discuté de la manière d'écouter sans juger et de soutenir son conjoint même en cas de désaccord. Cela a pris un certain temps, mais Marc a commencé à saisir l'idée de l'écoute empathique. Nous avons travaillé sur certaines des capacités d'écoute évoquées dans la stratégie numéro 4 et Marc s'est attelé à la tâche difficile d'écouter réellement sa femme. Ce qui s'est produit au cours des mois suivants dépassait ce à quoi nous nous entendions tous les deux. Comme Marc reprit en main son mariage en employant l'écoute empathique comme principale méthode, l'attitude critique de sa femme commença à s'adoucir. Environ 2 mois s'écoulaient avant que Marc note une différence. Et à ce moment-là, le changement ne concernait que la manière plus calme avec laquelle sa femme exprimait son mécontentement. Mais je pense qu'elle s'apercevait que je l'écoutais, me dit Marc. Elle n'avait donc pas besoin de crier après moi. Je crois que le plus formidable, c'est que j'ai commencé à mieux la comprendre. J'ignorais totalement ce qu'elle souffrait, autant intérieurement. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la cause unique de sa douleur, mais que je l'avais aggravée en ne percevant pas ce qu'elle ressentait. Au bout de 6 mois, Carole était disposée
avoir seul un conseiller pour traiter certaines de ses blessures du passé. Par la suite, elle et Marc ont vu ensemble un conseiller conjugal pendant 6 mois. Aujourd'hui, le mariage est en bonne santé. En fait, ils donnent désormais eux-mêmes des cours sur l'amélioration de la relation conjugale. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'écoute. Stratégie numéro 5. Aidez votre conjoint à réussir dans la vie. Assise dans mon bureau, Barbara se plaignait de son mari. Il veut devenir agent immobilier. Ces 6 derniers mois, il a passé chaque seconde de son temps libre à se documenter et à suivre une formation dans ce domaine. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement prédisposé à être vendeur. Il dit que je ne lui apporte aucun soutien dans cette nouvelle aventure. Mais je voudrais seulement l'aider à garder les pieds sur terre. A-t-il déjà une expérience de vente dans l'immobilier? Ai-je demandé? Non, mais il a été un temps vendeur automobile dans une concession Renault. Et ça ne s'est pas très bien passé. Il pense avoir enfin trouvé sa voie. Mais ça fait 6 semaines qu'il travaille pour une agence immobilière et il n'a pas vendu le moindre mètre carré. Mon salaire ne suffit pas à payer toutes nos factures. Qui peut dire quand il touchera enfin une commission? Barbara était visiblement irritée. Leur échange sur ce sujet n'avait pas amoindri le désir de son mari Richard, devenir agent immobilier. Il nous fallut d'ailleurs à elle et moi 3 ou 4 rencontres avant qu'elle ne se fasse à l'idée que peut-être Richard avait vraiment trouvé sa vocation. Vu le temps passé à se former dans ce domaine et compte tenu de sa résistance face aux remarques de son épouse, sans doute fallait-il au moins lui donner sa chance. Au fil de nos rencontres, Barbara a pris conscience que le soutien qu'elle apporterait ou non à son mari dans ce sujet et dans ce projet pourrait faire pencher la balance en faveur d'un succès ou d'un échec. Imaginons que pendant une année entière, Richard ne rapporte pas la moindre commission. Ai-je suggéré? Quel serait alors le montant des dettes accumulées? La semaine suivante, Barbara est arrivée avec son estimation chiffrée. Je lui ai alors proposé de souscrire avec son mari un crédit de ce montant. Ils auraient ainsi une réserve dans laquelle ils pourraient puiser selon leurs besoins tout en se focalisant l'esprit tranquille sur la réussite professionnelle de Richard. S'il réussissait, ai-je expliqué, votre emprunt serait vite remboursé. Dans le cas contraire, le montant du crédit n'est pas exorbitant et il serait encore temps pour Richard de reprendre un emploi ailleurs. Vous pourrez même profiter de diverses aides sociales pendant ce temps. Au moins, vous saurez si la vocation de Richard se confirme ou non. Avec ce filet de sécurité en place, Barbara se sentait libre de soutenir son mari à 100%. Certes, elle devait encore faire face à quelques craintes, mais elle sut reconnaître que Richard méritait vraiment toute son aide, tant il s'était investi dans cette voie. Je lui rappelais qu'elle ne devait pas céder à la tentation de prendre en main les affaires de Richard ou de lui dicter ce qu'il devait faire pour réussir. Il avait surtout besoin qu'elle le soutienne moralement, qu'elle montre un intérêt pour son travail et se réjouisse avec lui de chaque nouveau succès. Quand les choses n'allaient pas, elle pouvait l'écouter, l'encourager et lui rappeler son amour inconditionnel. Au terme de leur année de test, Richard et Barbara avaient remboursé l'intégralité de leur emprunt en disposant même d'une petite réserve. L'année suivante fut encore plus fructueuse. Voilà 10 ans maintenant que Richard est l'un des meilleurs vendeurs de l'agence où il travaille. Il eut bien sûr des hauts et des bas, mais nos 2 amis en viennent à rire à présent en pensant à cette fameuse première année. Richard a conscience que sans l'aide de son épouse, il n'aurait sans doute jamais pu réussir. De son côté, Barbara est très heureuse de savoir qu'elle a contribué à l'épanouissement de son mari. L'équilibre que Richard a trouvé dans sa nouvelle voie eut également des conséquences positives dans leur foyer, sans parler des principes qu'il a acquis dans ses diverses formations professionnelles et qui ont amélioré ses capacités relationnelles. Il communique mieux avec Barbara et a appris à l'encourager verbalement. Ensemble, ils ont grandi et profitent souvent des brises estivales.
J'ose penser que, même si Richard n'avait pas percé dans l'immobilier, l'aide de Barbara aurait quand même été bénéfique à leur couple, permettant notamment à Richard de reconnaître une impasse sans s'entêter et de garder la tête haute malgré l'échec de leur tentative. Aider votre conjoint à réussir peut vous conduire à connaître ensemble des échecs, mais au moins, vous les vivrez ensemble. N'oubliez pas que maintenir votre mariage au printemps ou en été n'exclut pas l'apparition d'un sumac venimeux ou d'un essaim de guêpes en chemin, mais un couple uni est davantage capable de surmonter les obstacles et de demeurer fort. Quel désir votre conjoint a-t-il exprimé? De quelle manière pourriez-vous contribuer à leur réalisation? Aider votre conjoint à réussir constitue une stratégie propice à l'amélioration de votre mariage. Sous-thème stratégie numéro 6, tirez parti de vos différences. Il est possible que votre conjoint refuse tout d'abord de coopérer avec vous pour tirer parti de vos différences, mais vous pouvez lancer le processus en reconnaissant ses qualités et en lui montrant que vous les appréciez. Bernard était du matin avant le mariage, il rêvait de prendre son petit déjeuner avec son épouse et de discuter avec elle des perspectives de la journée avant d'aller travailler. Après le mariage, il découvrit que Jacqueline n'était pas du tout du matin. Alors qu'il bondissait du lit, tel un diable dans sa boîte, elle démarrait la journée à la manière d'un ours sortant d'hibernation. Pendant les premières années de leur mariage, Bernard en éprouva du ressentiment envers Jacqueline. Il gardait généralement pour lui sa frustration, mais de temps en temps, il la traitait de paresseuse. Il lui disait qu'elle ferait mieux de se coucher plus tôt ou que tout ce dont elle avait besoin, c'était d'une bonne tasse de thé. D'autres différences ennuyaient Bernard. Il aimait la randonnée, Jacqueline détestait marcher. À l'époque de leur fiançailles, elle l'avait accompagnée dans plusieurs balades, mais elle ne comprenait pas qu'on puisse aimer traverser les bois au risque d'être piqué par des tiques ou mordu par un serpent. Elle avait été élevée en ville et estimait que la forêt était faite pour les animaux, pas pour les humains. Elle aimait assister à des concerts de musique classique. Bernard préférait le rock. Au bout de quelques années, Bernard avait acquis la conviction qu'il avait commis une grave erreur en épousant Jacqueline. Nos différences étaient trop grandes. Je ne voyais aucun moyen de tout concilier, dit-il. Puis un jour, j'ai lu un livre sur le mariage. Je suppose que j'étais franchement désespérée et que je m'attendais à trouver quelque chose qui m'aiderait. Dans un chapitre intitulé « Les différences », la base de la compatibilité, l'auteur expliquait que tous les couples abriteraient les différends en leur sein. Certains époux apprenaient à travailler ensemble comme une équipe, tandis que d'autres passaient leur vie à se disputer. Bernard savait que Jacqueline ne lirait pas ce livre, mais il détenait une clé pour améliorer leur relation. J'ai dressé la liste de tout ce qui m'énervait chez Jacqueline et j'ai commencé à me demander quels sont les aspects positifs de nos différences. Ce que j'ai commencé à voir m'a étonné. Je me suis rendu compte que la tendance de Jacqueline à faire grasse matinée me permettait de lire tranquillement le journal en buvant mon premier café, sans lui donner l'impression de l'ignorer. Quand Jacqueline essayait de marcher avec moi, je la houspillais sans cesse parce qu'elle n'arrivait pas à suivre mon allure. Cela m'irritait et rendait la promenade encore moins agréable pour elle. Or, pour moi, la randonnée est un moyen de décompresser, de me détendre en contemplant la beauté de la nature, tout en prenant conscience que la vie n'est pas qu'une foire d'empoigne. Je pris conscience que je préférais de loin marcher seule plutôt d'être frustrée par ce que Jacqueline traînait. Je suis donc devenue reconnaissante d'avoir une femme qui m'encourage à partir en randonnée seule. J'ai découvert que toutes nos différences présentaient un avantage qui m'avait jusque-là échappé. Je me suis mis à apprécier davantage ma femme et j'ai fini par le lui dire. Mes paroles qui autrefois la condamnaient se sont mises à la louer. Avec le temps,
Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'attitude de Jacqueline envers moi a évolué. Quand j'ai commencé à reconnaître ses qualités, elle a pris l'habitude de m'adresser des paroles valorisantes et notre mariage a retrouvé la chaleur de l'affection. Je déteste imaginer ce qui aurait pu se produire si je n'avais pas découvert cette réalité, à savoir que les différences sont la base de la compatibilité dans le mariage. En prenant l'initiative de chercher à valoriser vos différences, vous pourriez bien faire sortir votre union du cœur de l'hiver et la conduire vers une saison plus agréable. Une dame m'a dit un jour, après tout ce qui s'est passé dans notre mariage, si quelqu'un m'avait dit que j'éprouverais à nouveau de l'amour pour mon mari, j'aurais répondu certainement pas. Pourtant, c'est le cas. Il m'a demandé de lui pardonner et il essaie visiblement d'améliorer notre mariage. Je n'avais jamais imaginé que ça arriverait un jour. Cela justifie tous mes efforts. Avec le temps, je pense que nous reviendrons au printemps ou en été. Les actions positives initiées par cette femme ainsi que sa persévérance ont porté leurs fruits. Elles ont influencé durablement son époux et son mariage. Ici prend fin la lecture du jour sur Prenez l'initiative du changement. C'était la 7e stratégie pour améliorer la saison dans laquelle votre mariage se trouve. C'est avec joie que je vous ai lu. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons des questions-réponses des saisons du mariage. C'est la 3e partie du livre. Moi, c'est Souveraine. N'hésitez pas à partager à un ami, une amie, un couple, une personne que vous connaissez, à liker, à laisser des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom.